Salut, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 Bénin, c'est votre matinale Actu Matin. Bienvenue, nous en avons pour 2 heures. Dans le sommaire, c'était le samedi, ils étaient plusieurs centaines de candidats aux fonctions administratives et techniques dans les mairies appelées à composer. En ce moment se déroulent d'ailleurs, et ce depuis hier, les entretiens. Retour sur l'épreuve de réflexion à l'attention des postulants, SE, c'est-à-dire secrétaire exécutif. Il leur est demandé, et je cite l'intitulé du sujet, le poste de SE signe-t-il la mort de la décentralisation au Bénin? 2 heures pour répondre à la question posée. Et puis ce matin avec notre invité, expert en décentralisation et gouvernance locale, nous verrons la profondeur de ce qui était attendu des candidats présélectionnés. Quand Franck Kenevan sera en plateau avec nous dans la 2e heure de votre rendez-vous matinal. Nous sommes mardi, on parle santé dans la première heure et ce matin on pose le problème de reproduction. Le désir d'avoir un enfant ne peut se faire sans un minimum de suivi médical et c'est de cela qu'il s'agira dans le forum. Nous attirerons ce matin l'attention sur les examens médicaux idéaux avant le début de la grossesse, notamment celui portant sur la détermination du résus dans le couple. Docteur Ablavi Léa Kenou est sage-femme, elle nous dira tout, restez avec nous. Et puis en sport, l'actualité est écureuil. Moussa Latoundji, le sélectionneur national par intérim, a rendu public dans la journée du mardi d'hier lundi, la liste des joueurs convoqués pour les journées FIFA en août, des habitués des compétitions africaines, des absents et de nouvelles entrées dont les noms alimentent depuis hier les débats. Ils auront affronté le Libéria, le Soudan puis le Togo dans les derniers jours de ce mois de mars. On fera le point dans le journal des sports de Ali Moumouni. Ce sera juste après le bulletin matinal que vous suivrez. Ce sera pour ce mardi et exceptionnellement le tout image. Merci de prendre le rendez-vous. Voici la météo. Juste après, vous aurez la une des journaux avec Wahab Alipara. Et voilà, c'était les prévisions météo de ce matin. On rappelle qu'il y a eu pluie tôt ce matin dans la commune d'Abomey Calavi sur Cotonou et environ Ravalipara. Vous avez bravé la pluie pour être là. Oui, on a bravé la pluie pour être là pour servir la République. Bonjour Christian et bonjour à tous. Très peu de parutions ce mardi. On va s'en contenter d'entrer en attendant que la revue de presse de Asiongbon Kanye Asiongbon vienne nous en dire plus en fin d'édition. Et on va commencer par le quotidien Maison Fraternelle.
Fraternité qui titre ce matin dématérialisation et paiement en ligne des services publics, des pas de géant posés, le Bénin numérique en vogue. Et puis, docteur Esther Degueno à propos de l'antibiorésistance. Les antibiotiques ne sont pas des bonbons. Évitons donc l'échec thérapeutique et la mort. À lire également dans les colonnes du quotidien Fraternité, la liste des écureuils convoqués par Moussa Latoundié dans le cadre donc des journées FIFA. À la une du quotidien Le Canard du Nord, GIF 2022, l'égalité des sexes pour un développement durable. Mariama Baba Moussa sensibilise les femmes de la 8e circonscription électorale. Et puis spéculation des prix de produits de grande consommation à Parakou. Le pain vendu à 150 francs à Parakou et le ciment qui monte à 150 000 francs CFA la tonne. Les pharaons, emploi, eau, éducation, arche, énergie, 850 milliards de francs CFA pour le social, comptant pour 2022. Les pharaons qui nous apprennent également qu'il y a eu célébration de la Journée internationale des droits de la femme au niveau du personnel féminin de la mairie de Cotonou. Et le maire Luc Setondier Atropo invite le personnel à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs. Action, infrastructure et mobilier dans le secteur de l'éducation. Quelques initiatives toujours en souffrance. Forum sur l'accélération de l'éducation des filles au Bénin. La déclaration de Cotonou pour booster leur maintien à l'école. La primeur, quotidien La Primeur, taxe arbitraire sur opération mobile money au Bénin. Sous pression, MTN rengaine, mais la crainte du grugeage persiste. Une ambiguïté du communiqué largement soulignée sur la toile. Le quotidien de service public, La Nation, budget de l'État, gestion 2022, un paquet de mesures sociales et puis législatives 2023, la bataille des femmes, une information à découvrir à la page 3 du quotidien de service public et puis développement des plateformes numériques, les exhortations de Serge Adjovi. Le chasseur info à présent, enseignement secondaire technique et formation professionnelle, la traque aux élèves absentéistes ouverte. Rapport Women Business and Loud publié par la Banque mondiale, le Bénin 16e meilleur pays en égalité économique hommes-femmes. Le matinal, près de 5 mois après leur mise ensemble, flou autour des relations UDBN, bloc républicain. Claudine Prudencio, ses propos rapportés par le matinal. L'UDBN n'a pas disparu dans le BR. Le courant UDBN doit exister. Et puis santé, la NGC dissoute au profit de l'ANPS. La gratuité de la césarienne toujours en vigueur, souligne le matinal. Quotidien d'Abarou, reçu à l'occasion de Bénin d'Abarou Tour, Biosarako Tamou fait une demande au gouvernement. Et puis paiement en ligne des factures de la SONEB, les ministres Adam Soulé et Adambi lancent la plateforme. Voilà, Christian, tout rapide, des parutions ce matin avec Fraternité qui bien entendu parle des questions de dématérialisation et de paiement en ligne des services publics. On a eu de grands pas de géants qui ont été posés. Maintenant, le Bénin numérique est en vogue, souligne Fraternité ce matin. Justement, on parlait de paiement en ligne. La facture d'électricité est déjà payée en ligne. Désormais, ce sera la facture de la Société nationale des eaux du Bénin, la SONEB, qui sera désormais payée également en ligne. La dématérialisation qui a cours en République du Bénin et on va de performance en performance, oui, devra-t-on dire. On va de performance en performance à l'effet de soulager la population, de soulager les contribuables et les usagers des services publics. Au niveau, par exemple, de la SONEB, je crois qu'avec cette formule de dématérialisation, n'est-ce pas, on parvient à éviter les longues files pour le paiement et autres. Donc, ça permet de vaquer à d'autres occupations, pourvu que ça ne crée pas une certaine ingéniosité, n'est-ce pas, chez des personnes mal intentionnées, à l'effet peut-être de trouver une formule qui permet de gruger les
citoyens, parce qu'on se connaît au Bénin, comme on dit. Sinon, c'est une meilleure trouvaille qui permet donc aux Béninois. Vous allez voir que ce soit au niveau de la SBE, au niveau de la SONEV et bien d'autres endroits où les longues files d'attente... Au niveau des agences, notamment au niveau des caisses de ces différentes agences. Donc, les longues files d'attente, n'est-ce pas, ont disparu. C'est dans place à cette facilité qui, depuis la maison, déjà, vous pouvez régler votre facture et évoluer. Et c'est quand même une bonne nouvelle pour les consommateurs et les clients de la SONEB. Et dans la suite, Wahab Ali Para, il s'était à Porto Novo vendredi dernier. Le maire de la ville capitale, Charlemagne Nyankoti, a animé une conférence de presse. Il est revenu sur les grands projets portés par son conseil communal et parlant justement de projets. Il y a donc la construction de l'hôtel de ville de Porto Novo, un projet qui sera réalisé sur le domaine abritant le camp Bioguera et le CEG Bioguera. Il s'agit d'un projet d'environ 5 milliards de francs CFA. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais ça témoigne de l'ambition du maire Charlemagne Nyankoti de la ville de Porto Novo. Nous parlons là de la ville capitale. De la ville capitale. Il faut redorer son blason. Il faut lui donner l'image que la ville capitale mérite. Et je pense que c'est ça que le maire Charlemagne Nyankoti est en train de faire. L'hôtel de ville pour Porto Novo, attention, ce n'est pas négligeable. Ça veut dire qu'on a affaire à un maire qui a fait décliner ses ambitions, qui attend atteindre les objectifs et par conséquent, il lui faut mettre ces cadres dans de bonnes conditions de manière à ce que ceux-ci puissent l'accompagner à atteindre les résultats qu'il a lui-même annoncés. Voilà, il faut préciser que puisque le CEG Bioguera disparaîtra, eh bien, il y aura donc la réhabilitation du lycée Béanzin de Porto Novo qui n'est pas loin de ce CEG et qui absorbera donc les élèves du CEG Bioguera. Porto Novo qui bénéficie de grands projets, on le rappelle, le programme d'action du gouvernement 1 et 2 avec la construction d'importantes infrastructures routières, le nouveau siège de l'Assemblée nationale dont les travaux sont en cours en ce moment et puis bientôt un nouvel hôtel de ville, c'est-à-dire donc que la ville capitale va changer de visage pour le bonheur des Porto-Noviens et surtout de tous les Béninois qui ont Porto Novo comme capitale. Merci à vous, Wahab Ali Para. On vous retrouvera tout à l'heure dans la suite du programme matinal. On parlera de l'importance des bilans prénuptiaux au forum de discussion, cette incompatibilité de Résus dans le couple. Docteur Ablavi Léa Kenou est sage-femme. Elle est notre invitée au forum. Et puis, un second plateau pour aborder le sujet proposé aux candidats aux fonctions administratives et techniques dans les mairies. Le poste de SE signe-t-il la mort de la décentralisation au Bénin? Cette question a été posée. C'est vrai que le sujet a circulé sur les réseaux sociaux. On a vu les commentaires des uns et des autres. Nous aurons un expert en décentralisation et gouvernance locale ce matin, Franck Kenevo, pour revenir sur tout ça. Tout de suite, on vous propose les informations en images. C'est le bulletin matinal. Le tout image, c'est ici et maintenant. C'est parti. Sur les produits pétroliers qui est passé de 5% à 1%. L'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, ANPME, continue de jouer sa partition en matière de vulgarisation du contenu de la loi des finances, exercice 2022. Certains de ces agents ont saisi la matinée de ce lundi 14 mars pour être ici à la grande salle de conférence de la préfecture de Lokossa, au contact des responsables et autres représentants de petites et moyennes entreprises installées dans le département du Mono. L'Agence nationale des petites et moyennes entreprises a parmi ses attributions de faciliter aux petites et moyennes entreprises l'accès à l'information. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, la présente séance qui nous réunit vise à vous donner des clarifications et vous apporter et vous aider à poser vos préoccupations sur la loi des finances 2022. Je voudrais, avant de finir, vous informer que le même exercice sera fait dans les départements des collines et de la Takora. Outre le contenu de la loi des finances, exercice 2022,
Décortiquer et expliquer aux participants, cette séance d'information et d'échange a aussi permis aux communicateurs de l'ANPME de sensibiliser leurs interlocuteurs sur le civisme fiscal. Mesdames et messieurs, la présente séance vise à mieux vous informer sur les nouvelles mesures contenues dans la loi des finances, mais également vous inciter à être de bons citoyens pour la construction de notre beau pays, le Bénin. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de remercier le chef de l'État, M. Patrice Talon, et son gouvernement pour les nombreuses réformes en faveur du secteur privé et particulièrement des PME depuis 2016. L'ANPME est la principale structure d'appui aux PME béninoises en tant que maître d'ouvrage de la politique nationale du gouvernement et du ministère des PME. Dans cette initiative, elle bénéficie de la collaboration de l'Association béninoise des fiscalistes du privé, ABFIP. La série de validation des référentiels d'évaluation et de compétences pour les examens nationaux de licence et de master s'achève avec une note de satisfaction de tous les acteurs. Organisée en 3 modules sur une dizaine de jours dans les locaux de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, elle a pris fin dans l'après-midi du jeudi 10 mars à la suite des travaux du module 3, Sciences et technologies. Les attentes sont largement atteintes parce que les référentiels ont été élaborés à plus de 95%. L'ambiance de travail était très bonne, l'engagement était au top. Nous avons aussi pris l'engagement, monsieur le représentant de madame la ministre, de continuer les travaux après l'atelier, surtout la tâche d'élaboration des épreuves types. Démarré le 3 mars dernier, les différents modules qui ont constitué cette série d'ateliers ont permis la validation des matières, la durée, les coefficients et les formats d'épreuves pour les examens nationaux de licence et de master au Bénin. Des équipes d'experts, de cadres et de promoteurs ont été mobilisées pour la circonstance. Monsieur le représentant de madame la ministre de l'Enseignement supérieur et recherche scientifique, les examens nationaux de licence et de master ont été institués par décret 2020-551 et nous avons l'obligation de prendre les tests d'application. Parmi ces tests d'application, il y a les référentiels. Après les référentiels, il faudrait les arrêter. Nous comptons sur vous pour nous aider, comme vous avez su le faire pour la tenue de l'atelier, pour que ces arrêtés soient pris au plus tôt. Grâce aux travaux de ces ateliers, les participants ont désormais une meilleure connaissance de la vision du gouvernement dans le domaine des formations techniques et professionnelles et ont ainsi pu mieux les internaliser. Je voudrais ici personnellement m'engager à rendre fidèlement compte acquis de droit. Je voudrais parler de madame la ministre pour la recherche de solutions aux préoccupations et recommandations issues de ces 3 ateliers et surtout du rapport que nous venons d'entendre. Nous sommes conscients des étapes qui restent pour finaliser ce processus qui vient d'être entamé. Cette série d'ateliers est la suite du bilan fait des 3 premières éditions des examens nationaux de licence et de master organisés au Bénin. La première expérience a duré 4 ans et ses résultats concluants amènent aujourd'hui les acteurs à passer à l'étape supérieure. La phase 2 du programme GMES et Afrique de l'Union européenne et l'Union africaine est lancée dans l'optique de favoriser la durabilité environnementale et la croissance socio-économique en Afrique. Nous avons tous une raison de célébrer car GMES et Afrique représentent vraiment la pierre angulaire des efforts continentaux visant à être au rendez-vous des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine
pour ce qui concerne les problèmes se rapportant à l'espace extra-atmosphérique. La rencontre de Cotonou qui consacre le lancement de la deuxième phase permettra aux participants d'échanger sur les acquis et partager les expériences. Si les défis de développement visés sont liés, entre autres, à la gestion des ressources naturelles et hydriques, la sécurité alimentaire, la variabilité et le changement climatique, il sera également question désormais du renforcement de la synergie entre les institutions africaines en ce qui concerne le GMS et les autres programmes similaires, ainsi que l'implication des femmes dans les différentes missions. Comme cela avait été déjà également annoncé lors du deuxième forum de GMS et l'Afrique à Abidjan en décembre dernier, l'Union européenne est prête à soutenir ces processus à l'avenir et à promouvoir les liens entre les projets et les programmes continentaux et ceux mis en place à niveau local et national. Nous sommes donc prêts à continuer de promouvoir avec nos partenaires africains des technologies et des innovations qui peuvent servir le plus grand nombre et inciter un engagement plus fort du secteur privé. GMS et Afrique s'inscrit parfaitement dans l'un des piliers du programme d'action du gouvernement du Bénin qui vise à accroître durablement le bien-être social des populations à travers, entre autres actions, le renforcement de la préservation de l'environnement et la résilience au changement climatique. Les attentes du gouvernement du Bénin sont donc grandes, celle de voir la continuité de ce programme par une implication plus significative des structures étatiques et le partenariat public-privé. Plus de 120 institutions de 45 pays africains sont impliquées dans la mise en œuvre du GMS et Afrique. Les différents consortiums qui pilotent le programme dans les différentes régions africaines ont signé des mémorandums à l'entame de cette deuxième phase. 8 d'entre eux qui ont participé à la première phase sont distingués. La validation de la phase technique du processus d'élaboration du nouveau document de stratégie nationale d'économie bleue au Bénin est désormais effective. Les acteurs de ce nouveau pas de franchi par le Bénin vers la réalisation de ce document, les voici. Ils sont une quarantaine représentant 35 structures différentes qui ont un rôle direct ou indirect dans l'économie bleue, à être réunis 3 jours durant à Grand Popo dans le département du Mono pour la circonstance. Mon cri, mon désir le plus ardent, c'est que le ministère du Plan adopte cette stratégie. Je suis contente de savoir que plusieurs actions sont déjà faites dans ce sens, puisque nous avons déjà vu l'adoption du décret portant les aires protégées, les aires marines protégées. On a déjà vu le Bénin adopter un nouveau code pétrolier. Nos préoccupations sont plus ou moins prises en compte. C'est ça qui est important. Parce que, vous savez, c'est ce que nos aïeux nous ont légué, c'est le vaudou. Et si bien que l'océan, la mer, il y a des interdictions. Nous, on avait souligné ça aux ateliers, mais nous sommes très contents qu'ils n'ont pas jeté ça de côté, mais ils ont pris ça en compte. Le processus d'élaboration du document a été lancé en juillet dernier. Il est la conséquence de l'évolution, entre autres, du contexte politique, économique, sécuritaire, environnemental et maritime, qui a suivi l'adoption en 2013 par le Bénin de son document de stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime. Ce choix opéré par le Bénin pour une économie bleue trouve son fondement dans de nombreux documents nationaux de planification stratégique et opérationnelle, notamment Bénin Alafia 2025, le Programme national de développement 2018-2025, le programme d'action du gouvernement Bénin révélé. Le financement de cet atelier est assuré à travers le projet d'appui au développement du secteur portuaire, Passeport, de l'Agence belge de développement Enabel. Quelles sont les étapes qui nous restent au jour d'aujourd'hui? Au-delà de la validation technique qui nous a occupés ces derniers jours, il y aura encore une dernière étape dans le processus. En effet, ce document doit avoir l'aval formel du ministère du Plan avant qu'il puisse être présenté au Conseil des ministres. L'adoption de la stratégie nationale d'économie bleue du Bénin
marquera un pas décisif vers une utilisation holistique plus durable des ressources de l'océan, des fleuves, des lacs, des lagunes et tout l'écosystème aquatique. Riche et belle a été la célébration en différé par les femmes du Mono de l'édition 2022 de la Journée internationale de la femme. Pour la circonstance, c'est dans la commune de Commet qu'elles se sont retrouvées ce samedi 12 mars. En ouverture des festivités, ces femmes réunies au sein de la Fédération des mouvements communaux des femmes du Mono, FEMOCOF, ont rendu grâce à Dieu. Ye milaten ploduya si ale keye edu plolan patale glonene. À la suite de cette messe, ces femmes du Mono ont procédé à la mise en terre de plusieurs plants avant d'animer une caravane au cœur de la ville de Commet. La berge d'Awamé à Kodéha a accueilli le clou des manifestations. Outre la partie festive, cette journée a été également, pour ces femmes du Mono, une journée de réflexion profonde sur les conditions de vie des femmes et leur faible taux de représentativité dans les instances de prise de décision. Nous devons lutter aux côtés des hommes pour mériter nos places aux postes électifs et nominatifs, car nous sommes le socle du développement, la machine ouvrière de toute la nation. Je voudrais nous inviter à plus d'attention à nos filles dans les écoles et dans les lycées et collèges. Je suis pleinement satisfaite de cette organisation. Je repars satisfaite que les femmes, une fois encore, ont pu se retrouver pour célébrer cette journée et en même temps pouvoir réfléchir sur les conditions pour un avenir meilleur. Les frères Clotaire et Clovis Agossou, des députés, des élus locaux et communaux ainsi que d'autres figures de proue, tant du département que d'ailleurs, ont marqué les festivités de leur présence. Ce sont nos femmes qui sont à l'honneur ce jour. Et je crois que la femme est le bonheur de l'homme. Comme l'a dit la présidente du comité d'organisation, que nous fassions en sorte que les femmes soient dans l'arène politique de plus en plus, soient dans les décisions, parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de grand homme sans la femme. Les participantes sont venues des 6 communes du département. La FEMOCOF existe depuis 2020. Et voilà ce point de l'actualité avec la rédaction de Canal 3 et merci à Geoffroy Mensan depuis l'Okosa pour ces images ramenées de Commet et qui parlent de la célébration de la journée internationale de la femme avec les femmes de Commet. Allez, vous restez avec nous à la suite de la matinale. Ce sera avec les informations sportives. Nous sommes mardi et dans la journée d'hier, lundi, le sélectionneur national par intérim, Moussa Latoundji, a rendu public la liste des écureuils convoqués pour les journées FIFA, puisque notre pays, le Bénin, affrontera 3 pays, le Libéria, le Soudan et puis le Togo. On aura donc les précisions dans un instant avec Ali Moumouni et ce sera suivi du document de ce mardi. Restez avec nous. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts.
plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. N'oubliez pas votre rendez-vous santé matinal du mardi, le forum de discussion aborde la question de l'importance des bilans prénuptiaux avec notre invité Dr Ablaviléa Kenou. Je rappelle qu'elle est sage-femme. Et quand on parle santé, il faut parler sport. Le sport, c'est la santé, n'est-ce pas? Oui, Christian, tout à fait. Voilà. Allez, Ali, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. On va commencer par l'actualité des écureuils. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin par intérim, Moussa Latoudji, a dévoilé hier sa liste de 23 joueurs. Oui, Christian, sans Cédric Routondi actuellement pas trop en forme à cause de sa blessure, ni Jordan Adeoti d'ailleurs, qui d'ailleurs a joué hier avec son club, le Stade Lavallois, dans la nationale équivalent bien sûr de la 3e division française. Mais Moussa Latoudji a convoqué certains joueurs connus comme étant des cadres du 11 national. Voici la liste des 23 joueurs convoqués par Moussa Latoudji. La liste des joueurs convoqués. Alagbe Kassifa Saturin, Dandino Marcel, Agbeinou Guillaume, Adenon Abdul Khaled, Adileou Moïse, Asoba Youssouf, Doremus Melvin, Kiki David, Roche Johan, Tidjani Mohamed, Verdon Olivier, Akhlenvi Matteo Dalmeda, Sexy Kossi Rodri, Olaitan Junior, Béakou Roland, Thibozo Ange Jésué, Dossou Jodel, Kouko Marcelin, Mounier Steve, Soukou Sebio, Tidjani Anan et Tossin Ayegoun. Alors donc par rapport à sa liste, le sélectionneur des équipes de l'équipe nationale du Bénin par intérim, Moussa Latoudji, a expliqué ses différents choix. Pourquoi donc Cédric Routondi, pourquoi Jordan Adeoti et autres n'ont pas été convoqués. Et bien entendu, il y a des nouveaux dans cette... Chabel Gomez qui n'a pas été convoqué. Oui, Chabel Gomez également. Donc dans l'effectif, il y a aussi des nouveaux qui ont été appelés en sélection. Moussa Latoudji a donné des explications par rapport à toutes
à tous ces différents choix. Oui, et Jordan fait un métronome, mais comme je vous ai dit, c'est un match amical et il faut essayer de tester les nouveaux aussi. Et ceux qui sont tout le temps sur les bancs, il faut les tester maintenant pour voir de quoi ils sont capables. Et oui, vous savez, c'est des Béninois, c'est des jeunes joueurs qui évoluent dans dans un championnat, il n'est pas encore vraiment au top, mais dans les catégories d'âge, mais c'est des joueurs, il faut supporter, il faut essayer de les faire avancer. Allez, il s'agit bien entendu, Christian, là des nouveaux joueurs qui ont été convoqués. Moussa l'a bien dit, il s'agit donc de les faire avancer. Et sur ce tableau, vous allez constater, dans l'effectif de Moussa Latonji de 23 joueurs, il y a 4 nouveaux joueurs, dont un joueur évoluant au plan local, bien sûr, qui est Guillaume Agbeyinou, qui évolue du côté de l'association sportive de la vallée de Lomé, il est gardien de but. Et donc, il remplace certainement, entre autres, Sherif Din Kakbo qui ont pris par là. Il y a également Abatoyi Duyeme qui était lors de la dernière convocation, du dernier rassemblement, dirigé bien sûr par l'ancien sélectionneur des écureuils du Bénin. Je vais nommer bien sûr le technicien français. Michel Dissier. Et bien voilà, donc au poste de défenseur, il y a Mohamed Tidjani qui est appelé également pour rejoindre le groupe. C'est aussi un nouveau joueur. Il y a au niveau des attaquants, il y a Ange Josué Chibozo qui évolue du côté de la Juventus. Vous avez constaté bien sûr tout à l'heure sur le tableau. Et Ayegun Tossin Christian qui est également attaquant qui évolue du côté de FC Zurich. Christian, la question, on se l'est posée à plusieurs reprises. Moussa Latonji, sélectionneur adjoint ou sélectionneur par intérim, sélectionneur des écureuils ou par intérim. Dans tous les cas, il s'est expliqué hier lors de la conférence de presse. Peuple ou bien le gouvernement ou bien la fédération qui m'appelle pour servir le pays, je pense que c'est une obligation pour moi et pour servir le pays, juste pour les 3 matchs qu'on va livrer en Turquie. Moussa Latonji, donc, qui répond à l'appel de son pays, Moussa Latonji au service de la nation. Donc, pour ces différents matchs, ces explications comptant donc pour les journées FIFA et en parlant bien sûr de ça, les écureuils vont jouer 3 rencontres, Christian l'a dit bien sûr au cours de cette journée FIFA, Le Bénin jouera donc contre le Libéria le 24 mars. Le Bénin sera également l'adversaire du Soudan le 27 mars. Et puis pour finir, bien sûr, le Togo sera donc le 3e adversaire du Bénin pour ces 3 journées, ces matchs amicaux, comptant donc pour les journées FIFA de mars 2022. Et ça sera du côté de la Turquie. Du côté de la Turquie, il faut précisément Antalya. Bien sûr, voilà. Le regroupement certainement d'ici la fin de la semaine. On se pose des questions avant que vous n'évoluiez sur Charbel Gomez, puisqu'il n'a pas été appelé. Le sélectionneur a également donné des explications sur son absence. Et pour précision, il dit que pour le moment, je ne sais pas là où se trouve le joueur. J'ai essayé de le joindre en vain. J'ai également discuté avec son manager qui n'a pas su me donner une réponse concrète. Je ne pouvais donc pas convoquer des joueurs dont je n'ai pas de nouvelles. Oui, voilà. Exactement ce que Moussa Latonji a confié hier. Donc voilà, en quelque sorte, on a essayé de regrouper juste les informations pour parler des raisons pour lesquelles il n'a pas convoqué tous les joueurs. Voilà. D'accord. Alors, la Champions League. La Champions League, les 8e de finale retour se poursuivent donc aujourd'hui. On aura ce mardi 15 mars à partir de 21h les rencontres Ajax Benfica, Ajax qui sera à domicile avec son attaquant ivoirien qui compte actuellement 11 buts au créneau, qui est donc, je dirais, meilleur buteur de cette compétition en attendant. Ajax sera donc à domicile face au Portugais de Benfica. Manchester United de son côté sera également à Old Trafford en Angleterre pour accueillir l'Atlético Madrid. Christian, ça c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Justement, c'est l'affiche que je prends ce soir. Ouais. Merci beaucoup. On parle maintenant, Christian, du document de la semaine. Le document de la semaine, et pour ce matin, vous nous embarquez une fois encore sur le terrain de sport de combat. Le mardi dernier, c'était la lutte. La lutte, voilà. De très belles images que vous nous avez proposées aujourd'hui. Et on va parler de la boxe. Et depuis quelques mois, la fédération travaille pour redorer l'image du noble art béninois. En témoigne l'organisation du championnat de la saison 2022
2021 malgré la pandémie du coronavirus et la mise en place de plusieurs autres initiatives. Le doc de la semaine de ce mardi est intitulé « Le nouveau visage de la boxe béninoise ». C'est parti pour quelques minutes. Porto Novo, capitale du Bénin. Dernière escale de la saison de boxe 2020-2021 au Bénin. L'ultime étape du championnat national amateur de noble art. Les différents acteurs de la boxe béninoise se sont donné rendez-vous le 5 mars 2022, ici, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale du Bénin, pour la grande finale. Au menu, 5 combats amateurs sont programmés, dont 2 dans la catégorie des minimes, 1 au niveau des mouches, des plumes ainsi que des poids légers. Tout ceci est corroboré par le combat professionnel de la saison. Soirée de boxe que les autorités politico-administratives n'ont pas voulu se faire compter. Au nom du conseil municipal et de son président, M. Charlemagne Yankouti, je voudrais remercier la Fédération béninoise de boxe pour, bien sûr, le choix porté sur la ville de Porto Novo pour abriter la finale du championnat de boxe amateur. Vivre, c'est insister. Monsieur le Président, insistez, continuez, vous verrez que les résultats seront à vos portes. Déjà, les quelques résultats que vous obtenez sont à saluer, je les salue et je vous félicite. Je vous encourage à continuer. La compétition a démarré par les 2 combats des mineurs, remportés par Charmel Agbotomé et Joseph Salomon, respectivement, face à Prince Agbotomé et David Agbotomé. Catégorie mouche, Romain Adewale remporte son duel par KO. Achille Zossou s'impose chez les poids plumes et dans un combat serré au niveau de la catégorie des légers, Eli Dahoui l'emporte après 3 rounds sur son adversaire Matteo Ruenon. Place à l'instant le plus attendu de la soirée, le combat professionnel entre le Français Salim Rachid et le Nigérien Ali Shaib. Mais contre toute attente, le pugiliste nigérien démissionne après seulement 3 rounds. Le public a également eu droit à la présentation de la ceinture du champion d'Afrique Clément Loko, alias la Panthère Noire. Ensemble, nous avons démontré que nous pouvons être de redoutables agresseurs. Nos jeux de jambes et esquisses nous auront permis de tenir tous les rounds. Il est arrivé de poser stratégiquement le genou au sol pour souffler un peu. En ce moment-là, où l'arbitre nous comptait, autour du ring, beaucoup avaient d'office de siffler la fin du combat. Certains avaient même pris le chemin de la maison quand l'annonce de notre victoire les a fait retourner. Nous avons gagné la bataille. L'organisation des finales des championnats nationaux est une éclatante victoire de tous les membres du comité exécutif de la FEDEBOX et de l'ensemble de tous les acteurs de la discipline. La phase finale du championnat national amateur de boxe s'est déroulée après les étapes de Parakou et d'Atiémé. Et malgré les difficultés liées à la Covid-19, la Fédération béninoise de boxe n'a pas perdu de vue ses objectifs. International, je voudrais remercier l'ensemble de tous ceux qui sont venus ici et dire que le rendez-vous est pris pour quand maintenant, déjà pour avril prochain, pendant les congés de Pâques, les enfants de moins de 13 ans vont retourner à mise ouverte ici à l'INDEX. Au cours de la même saison, le projet Graines Olympiques a été mis en œuvre avec la formation des pépites de la discipline. Nous allons leur permettre
de connaître déjà ce que c'est que le ring, cette dimension olympique, cette dimension professionnelle depuis leur base, avant que nous ne venions devant vos chères autorités pour vous montrer des combats de qualité. C'est désormais la révolution à la Fédération béninoise de boxe, où de nombreux chantiers sont lancés pour le développement du noble art au Bénin. Et déjà, il est annoncé la restructuration de la maison boxe pour la nouvelle saison. Allez, vous l'avez bien sûr compris, Christian, la restructuration de la maison boxe fait partie donc d'autres initiatives en cours au niveau de la Fédération béninoise de boxe pour, entre autres, comme le dit bien sûr ce document de la semaine, redorer l'image de la boxe béninoise au Bénin. Et vous avez bien sûr entendu le président de la Fédération, Pierre Henry, qui est déterminé. Il est donc le président par intérim, il faut le préciser. Il était vice-président de la Fédération et aujourd'hui président par intérim. Et certainement, lors de l'AG prochain, il sera publicité parce que voilà, avec les différentes initiatives déjà qu'il prend à la tête de cette fédération, je crois que c'est de bon augure qu'il On se rappelle qu'il y a de cela quelques mois, il a mobilisé tous les acteurs autour de lui pour repenser bien sûr un séminaire qui a été organisé entre autres initiatives depuis qu'il a pris les rênes de cette fédération de façon intérimaire bien sûr, et donc il travaille pour, comme on le dit, redorer l'image de cette fédération. Christian, c'était les sports. C'était les sports avec vous, Ali Moumouni. Franchement, merci beaucoup. Très bonne journée du mardi. La suite de ce programme matinal, le poste de SE signe-t-il la mort de la décentralisation au Bénin? C'est le sujet composé par les candidats présélectionnés au poste ou aux fonctions administratives et techniques dans les mairies. Les résultats sont attendus. Depuis hier se déroulent les entretiens, ça va prendre fin demain. En tout cas, nous, ce matin, en plateau, on va revenir avec Franck Keneva, notre expert en décentralisation et gouvernance locale, sur le sujet qui a été proposé aux candidats pour 2 heures. Ils avaient donc 2 heures pour répondre à cette question et avec précision. La réponse doit se faire sur une page complète. Ce matin, avec notre expert, nous verrons donc la profondeur de ce qui a été demandé aux candidats. Restez avec nous tout de suite. Ce sera la chronique santé, le débat santé, le forum santé avec les débatteurs de Canal 3 et notre invité, Dr Ablavi Léa Kenou. Elle est sage-femme. On parlera donc de l'importance des bilans prénuptiaux, notamment ce véritable problème sur l'incompatibilité de résus des conjoints. L'information de ce jour. Les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis d'ailleurs 95 000. Et ouais, d'ailleurs, Tchakilopo, Canal Plus. Autant c'est ni. Il la yéyi. Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal Plus. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 7055. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. On va parler femmes ce matin en plateau. Zakiat Latouji, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Oui, Herman Anyambossou, bonjour. Bonjour Christian. Voilà, ce matin, nous sommes avec Ablavi Léa Kenou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin, vous êtes sage-femme. Oui, sage-femme. Un métier difficile, compliqué. Comment vous vivez cette passion? C'est un métier difficile, passionnant et stressant. Le stress. Hyper stressant. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui explique le stress dans ce métier? Le stress, s'explique par le fait qu'on a 2 vies à gérer. 2, 3 vies à gérer parfois. La femme qui est en travail, qui se trouve dans tous ces états, la pression des parents qui sont dehors, qui vous demandent « et notre fille, et notre bébé ?» Et vous avez à cœur de faire sortir un nouveau-né. Vous ne savez pas dans quel état il va sortir. Vous ne savez pas si vous allez finir en néonatologie. Il y a tout ça qui nous stresse. Mais à la fin, c'est la joie. C'est la joie quand vous voyez le bébé venir et la maman se réveille normalement bien. Voilà. D'accord. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Pour nous les pères et nous les mamans. C'est ça. Ah oui, vous les mamans. Oui, nous les pères, nous les mamans. Depuis quand vous êtes maman? Non, je parle de vous. De nous, d'accord. Donc merci pour ce que les sages-femmes font pour la famille en général. C'est ça. Oui. Alors, Wakamali Kwara, on se propose ce matin de parler de l'importance des bilans prénuptiaux, notamment l'incompatibilité de Rhésus dans le couple. Alors, avec notre invité ce matin, on va comprendre d'abord c'est quoi le Rhésus, Zakiat Latouji. Oui, exactement. On va chercher à comprendre le Rhésus. Ensuite, on cherchera à comprendre ce qu'on entend par bilan prénuptiaux, parce que quand vous êtes vraiment, vous suivez la procédure pour aller vers le mariage, pour aller au mariage, on vous demande de suivre certaines... dans la démarche, il y a plusieurs étapes. On va vous demander de faire un bilan de santé. Tout ça, c'est pour que justement le bébé qui va naître et que la sage-femme va amener au monde puisse vraiment être en bonne santé. Et vous savez que chaque être humain a ses particularités. Il y a par exemple le groupe sanguin. Et à côté du groupe sanguin, il y a le Rhésus. C'est pour ça qu'on dira par exemple que quelqu'un est O+, quelqu'un d'autre est O-, quelqu'un est A, B, etc. Et on ajoutera le Rhésus. Après, on n'est pas tous compatibles. C'est-à-dire que la personne qui a un groupe sanguin X par exemple et une personne qui a un groupe sanguin Y peuvent ne pas pouvoir se mettre ensemble pour donner vie à un enfant en bonne santé, pour dire les choses le plus simplement possible comme ça. Donc, avec notre invité ce matin, on essaiera de comprendre ce qu'on entend par ces bilans prénuptiaux. Est-ce que c'est vraiment important de le faire? Parce qu'il y en a qui contractent des mariages sans aller vers ces bilans prénuptiaux-là. Quels sont les dangers auxquels on s'expose en se comportant comme ça? Et puis après, quand ça ne va pas, mettons, on est amoureux
Et on va faire ces bilans-là à l'amour fou. On va faire le bilan et on se rend compte qu'il y a incompatibilité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la médecine nous propose comme alternative? Voilà un peu ces différents éléments. Merci pour cette présentation. Oui, cher monsieur, on comprend à travers cette présentation de Zakiat Latundji que le désir d'avoir un enfant ne peut se concevoir sans un minimum de suivi médical, de précautions à prendre. Effectivement, et là, c'est là que Zakiat a bien dit beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses. On note tout simplement qu'on s'intéresse beaucoup plus à notre mise ensemble, mais on ne s'intéresse pas trop au résultat final. Lorsque monsieur et madame se mettent ensemble, l'enfant qui sortira, est-ce qu'il se portera bien? La plupart du temps, on ne se préoccupe pas donc de ce résultat final, ce qui n'est pas sans danger. Je crois qu'il n'y a visiblement pas de problème quand on se met ensemble. Ce n'est pas à ce niveau que se pose le problème. Que vous soyez, comme l'a dit Zakiat Latundji, d'un groupe A, sinon d'un groupe X, et l'autre, madame peut-être d'un groupe Y, ce n'est pas la combinaison qui pose problème, mais c'est le résultat final, le résultat qui sort de cette combinaison. Je pense que c'est à ce niveau que le problème se pose, et rares sont ces femmes, sinon ces couples, qui s'adonnent à cet exercice, s'assurer qu'ils sont compatibles, parce que très vite, on a trouvé que les questions de cœur sont là, les sentiments sont là. Je suis amoureux de ma dulcinée me fait battre le cœur, et réciproquement. Par conséquent, on ne s'intéresse. C'est quand on se met ensemble, et parfois même on force les choses, puisque pour ceux-là qui, même dans le groupe des rares, se présentent à l'hôpital pour ces tests et qu'on démontre, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas compatibles, ils veulent pouvoir jouer, n'est-ce pas, sur leurs sentiments, comme si, voilà. Et une croyance également. Voilà, donc au-delà des interrogations, des questionnements de Zakiat Latundji, moi c'est de savoir, n'est-ce pas, ce matin avec notre invité, s'il y a possibilité peut-être avant de se mettre ensemble, de travailler à convertir les choses, un peu comme on peut convertir quelque chose de centimètre en mètre cube ou en ci ou en ça. On verra s'il y a de possibilités, n'est-ce pas, de travailler si tant est qu'on s'aime, et donc obtenir des enfants qui sont bien portants. D'accord, on répondra à vos interrogations tout à l'heure. Raymond Parfait Agnamboussou, dans notre environnement autour de nous, c'est vrai que nous assistons, nous avons de ces couples-là qui vivent des moments véritablement difficiles quant à la survenue d'un enfant, parce qu'il y a incompatibilité, parce qu'il y a problème, et on traîne cela toute la vie. Oui, le sujet est d'autant plus important que nombre de couples se mettent ensemble sans ces examens-là. Quand on dit examens prénuptiaux, ça veut dire que vous allez vers le mariage civil, notamment. Et la codification béninoise ne vous oblige pas, quand vous mettez ensemble simplement dans une union libre, à passer par ces examens-là, sauf si vous avez de l'amour pour vous-même ou pour vos progénitures, pour vos enfants à naître. Et donc ici, le sujet est d'autant plus intéressant que dans d'autres pays, il y en a qui ont légiféré et qui ont dit, même sans aller au mariage civil, si vous mettez ensemble, vous devez passer par ces examens-là pour éviter que les hôpitaux traînent des enfants mal formés, des enfants ci, des enfants ça, et qu'après, c'est la femme qui ne conçoit pas. C'est beaucoup de choses à la fois. Donc je pense que le sujet est très important pour nous préciser encore les choses, et peut-être même que les députés qui vont nous suivre ce matin vont penser légiférer dans ce sens. Pour que ce ne soit plus forcément quand on a envie d'aller au mariage civil qu'on va faire les examens prénuptiaux, mais qu'on puisse dire par exemple que tout homme qui veut se mettre ensemble avec une femme, que ce soit l'union libre, que ce soit ci, que ce soit ça, pour peu qu'on veuille aller vers l'enfant, vers la procréation, il faut qu'on puisse aller vers ces examens. Je pense que c'est très important pour nous fixer davantage sur ce qu'il faut savoir avant de se mettre ensemble. Alors, on va parler de l'importance alors des bilans prénuptiaux. Oui. Déjà, pour commencer, par bilan prénuptiaux, on peut comprendre que c'est l'ensemble des examens médicaux qu'on fait avant l'union des fiancés. C'est, comme l'a dit M. Eman, c'est une liste de bilans qu'on demande aux fiancés qui vont faire le mariage civil. Surtout, il faut préciser que c'est vers le mariage civil. Sinon, si c'est le mariage traditionnel, personne ne demande. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, au nombre de ces bilans, on peut citer le VIH-Sida, les hépatites B et C, le groupe sanguin et le facteur Rhésus, l'électrophorèse de l'hémoglobine, et bientôt, on va inclure le spermogramme aussi. Ah bon, le spermogramme. Bien sûr. Pour voir si
Pour détecter quoi? Pour voir s'il y a des anomalies au niveau des spermatozoïdes. De l'homme, toujours de l'homme. Pour être sûr qu'après, on pourra avoir des enfants. Parce que souvent, il y a des couples qui restent pendant le traitement années, pourra commencer très tôt. Très tôt. À partir de ce moment. Est-ce que dans les bilans prénuptiaux d'avant, il y avait ce dernier détail que vous avez voulu, la question, le spermogramme? Non, il n'y en avait pas. Et c'est venu maintenant parce qu'on a constaté que beaucoup de jeunes hommes prennent des maladies qui sont issues des infections sexuellement transmissibles maltraitées, vous voyez. Et ça agit sur leur fertilité sans qu'ils ne sachent. Et dans le couple, quand il y a infertilité, quand il y a un problème pour avoir un enfant, c'est la femme qui est toujours blâmée. Oui. Premièrement. Donc aujourd'hui, on a mis notre attention sur les hommes pour détecter s'il y a un problème et vite trouver une solution pour faire face à ce problème. D'accord. Vous mettez l'accent sur l'homme parce que c'est facilement détectable chez l'homme plutôt que chez la femme. En quelque sorte. C'est ça. Oui. Voilà. Mais le spermogramme, l'examen du spermogramme n'est pas encore entré en vigueur, c'est pas encore exigé maintenant. Non, c'est pas encore en vigueur, mais certaines cliniques déjà commencent déjà, oui. D'accord. Peut-être que vous n'avez pas toutes les statistiques en main, mais quelle est votre lecture du nombre de personnes, en tant que sage-femme, du nombre de personnes qui fréquentent les hôpitaux à l'effet de faire ces bilans prénuptiaux? C'est vrai que je n'ai pas de statistiques, mais sur 100 personnes qui désirent se marier, à peine 3. Waouh! À peine 3 personnes. C'est très minime, hein? Vraiment minime. Et même ceux qui font le mariage civil, c'est à contre-cœur parfois, je dirais, qu'ils viennent faire ces examens. Parce qu'ils se disent qu'ils s'aiment, ils n'ont pas besoin de faire des examens et que leur amour peut tout surmonter. Alors pourquoi en réalité? Pourquoi? Parce que si les gens sont réticents à aller faire ces tests-là, c'est peut-être aussi parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de faire ces tests prénuptiaux. Alors la question est toute simple. Pourquoi il faut faire ces tests prénuptiaux? Ces examens prénuptiaux. Les examens prénuptiaux sont importants en ce sens que ça nous permet d'éviter certaines maladies héréditaires, certaines maladies génétiques telles que la drépanocytose qui fait vraiment ravage. Et ça nous permet de détecter s'il y a des infections sexuellement transmissibles, de les détecter d'abord et de pouvoir suivre les conjoints adéquatement. Il faut qu'il y ait un suivi adéquat envers ces conjoints-là, c'est tout. C'est pas grand-chose. Oui, je pense que sur cette question, il y a une précision qu'on m'a apportée, c'est que désormais le Code des personnes de la famille au Bénin prévoit ce qu'on appelle les fiançailles. Et donc, alors que avant c'était pas prévu. Et avant, le Code civil avait prévu les fiançailles et la rupture des fiançailles devait donner droit à certains droits également. Mais ici, il se fait que on peut faire les fiançailles et ne pas aller au mariage civil. Et donc ceux qui font déjà le fiançailles, qui ont déjà peut-être vécu 2 ans de fiançailles, quand ils veulent aller vers le mariage civil, et c'est là que je rejoins Wahab, on se dit, est-ce que c'est normal qu'après tout ce temps de fiançailles où l'un a témoigné son amour pour l'autre, ça sert à quoi d'aller vers les examens prénuptiaux? Encore que c'est une obligation pour ceux qui veulent le mariage civil d'aller vers ces examens-là. Et donc qu'est-ce que les gens font pour contourner ça? On se dit, il n'y a pas de mariage civil et puis on évolue. Quitte à ce qu'après, elle, sage-femme, voulant mettre au monde un enfant, constate que l'enfant naît avec des anomalies ou qu'on doit mettre des briques de 15 sur l'enfant, des briques de 21 sur l'enfant parce que c'est parocytose de l'enfant. Donc je pense que, et c'est en cela que j'en appelle un peu à une codification pour que tout homme, tout être humain qui veut se mettre ensemble avec une femme a l'effet de produire. Parce que effectivement dans les pays développés, il y en a qui se mettent ensemble pour dire, bon, nous on se met ensemble, on n'a pas envie de faire des enfants. D'accord, et donc ça c'est clair, et ils savent que bon, on se met ensemble juste pour notre plaisir, c'est un contrat. Donc ici, si le procréer étant je dirais, étant ce que le Béninois adore le plus, si c'est le cas, donc on doit pouvoir exiger de tous ceux qui veulent se mettre ensemble qu'ils puissent aller vers ces examens-là. Ça va éviter beaucoup d'anomalies dans ce pays. Moi, je pense même que c'est une malcompréhension en réalité. L'objectif ne devrait pas être nous allons au mariage, donc nous faisons le test. À mon avis, c'est une question d'abord de santé et de bien-être pour le couple. Si on se met ensemble et qu'on se rend compte que notre union va donner naissance à des enfants
qui seront en réalité des poids à traîner pour nous par la suite, je ne sais pas quel plaisir ou quel bonheur on retire dans cette union-là. Donc, je pense que c'est d'abord une question de prise de conscience individuelle et collective par la suite. Et comme Herman le dit, a justement encadré par des dispositions législatives pour amener maintenant l'obligation à chaque personne, parce que quand il y a des personnes qui traînent des handicaps dans la communauté, c'est d'abord pour leur famille, mais après c'est pour l'État aussi, parce que ces personnes-là ne pourront pas apporter leur contribution au développement et tout. Mais on revient peut-être un peu plus dans le sujet maintenant, en évoquant la question du facteur Rhésus. Oui. Parce qu'on a bien dit incompatibilité avec le facteur Rhésus. Il faut nous expliquer un peu ça. Alors, le Rhésus, c'est une caractéristique génétique qu'on retrouve dans le couple. On peut retrouver une personne de facteur Rhésus positif ou de facteur Rhésus négatif. Alors, qu'est-ce qui pose problème réellement dans le couple? C'est quand la femme est de Rhésus négatif. Parce que quand la femme est de Rhésus positif et que le mari est de Rhésus négatif, il n'y a absolument aucun problème. Le problème se situe quand la femme est de Rhésus négatif. Mais quand son mari est Rhésus négatif aussi, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Alors, quand la femme est de Rhésus négatif et qu'elle contracte une grossesse, si elle n'avait pas déjà fait un avortement, bien sûr, et quand elle contracte une grossesse et que Annette prend le Rhésus de son père, c'est-à-dire le Rhésus positif, là, on parle d'incompatibilité Rhésus. Et les cellules de la mère peuvent agresser, peuvent détruire les cellules de l'enfant. On fait face aux fausses couches à répétition et allant même à une anémie. Si l'enfant venait à naître vraiment, il peut souffrir d'une anémie grave et en mourir. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que nous faisons? Quand on constate qu'une femme est de Rhésus négatif, pendant la grossesse, elle est bien surveillée. On fait à ce qu'il n'y ait pas de saignement. Parce que s'il y a un saignement, on se dit qu'il y a un mélange de sang, le sang du fœtus et le sang de la mère. Donc, il pourrait y avoir un problème là. On lui injecte un sérum appelé le sérum anti-D. Ça permet à l'organisme de la mère de se protéger et de protéger le fœtus aussi. On injecte et je précise que le sérum coûte excessivement cher. Ah. Bon, allez-y. Mais le sérum, c'est à l'accouchement. C'est à l'accouchement qu'on injecte ou c'est pendant la grossesse? Elle a parlé de fœtus, donc c'est pendant la grossesse, je crois. Pendant la grossesse. Dans certains États, pas au Bénin, pendant la grossesse, on fait le sérum. Mais au Bénin, ici, c'est après l'accouchement. Parce que c'est après l'accouchement qu'on découvre souvent. Voilà. Et on donne un délai maximum de 112 heures aux parents d'acheter le sérum pour injecter à la femme. Maintenant, dans le cas où les parents ne l'achètent pas, ou même la femme accouche sans savoir qu'elle est de Rhésus négatif, parce qu'il y a des femmes, c'est après un enfant, elles n'ont fait aucun bilan, elles viennent accoucher dans un centre de santé de la périphérie où peut-être on ne lui a pas demandé les bilans. Elle accouche un premier enfant, ne sachant pas qu'elle est de Rhésus négatif. La prochaine fois, elle tombe enceinte encore. Mais non, le fœtus qu'elle porte en elle est de Rhésus positif. Là, il y a un problème. Vous voyez un peu. Et, comment on dit, à l'accouchement de cet enfant-là, ou bien même, on fait face à une fausse couche. Et c'est suite aux fausses couches à répétition qu'on lui demande, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut faire certains bilans? Et là, on découvre qu'il y a un problème au niveau de son Rhésus. Voilà qu'elle a déjà eu un enfant. Et le corps a gardé que elle est tombée enceinte une fois et qu'il y a eu tel problème. Le corps se dit automatiquement, quand il y aura une grossesse, c'est à détruire. Voilà, on a des femmes qui ont ce problème-là. Juste non seulement un seul enfant et puis après, le reste, ce n'est que des fausses couches. Et même après un avortement. Une fille qui fait un avortement, ne sachant pas qu'elle est de Rhésus négatif, elle fait un avortement, elle ne se fait pas injecter le sérum anti-D, aura assez de problèmes, aura beaucoup de problèmes. Par la suite, dès qu'elle tombe enceinte, il peut y avoir des fausses couches à répétition. On retient d'entrée, n'est-ce pas, que le registre négatif chez la femme, c'est un risque. C'est un risque. C'est ça. D'accord. Le Rhésus, il faut rappeler que c'est le groupe sanguin suivi du signe moins. C'est ça, hein? Suivi du signe moins. On peut avoir un Rhésus positif, comme on peut avoir le Rhésus positif, c'est plus. Le Rhésus négatif, c'est moins. Je pense qu'en français, facilement, on va demander
demander à la sage-femme de nous dire plus, moins, en gros, là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Elle a qu'à nous donner des éléments. C'est ça qu'on fait. Moi, au plus, par exemple, est-ce avec qui je peux mettre ensemble et espérer faire en sorte que le nom de mon père reste pendant longtemps? Tout ça. Comment c'est passé? Quelle est après la messe? Alors, ce n'est pas le au plus ou bien, ce n'est pas le plus ou le moins qui pose problème, mais c'est ce qui suit le plus ou le moins. Parce qu'il n'y a pas de problème à ce que je sois au moins et que mon mari soit AB+, il n'y a pas de problème. Mais c'est les dispositions qu'on prend. Après, savoir que je suis de registre négatif, c'est ça qui détermine les descendants. Autrement dit, même si je suis de registre négatif, puisqu'on est parti sur la base, c'est quand la femme a un registre négatif qu'il y a problème. D'accord? Oui. Donc, même si je suis de registre négatif et que je sais que je suis de registre négatif et que je prends les dispositions accompagnées des conseils du médecin et tout, j'ai la possibilité de faire ma maternité normalement sans problème. Bien sûr, bien sûr. C'est bien ça. Bien sûr. Alors, que faut-il faire alors? Voilà la question. Moi, j'aimerais demander même aux jeunes filles, déjà à partir de l'âge de 12 ans, que les parents accompagnent leurs enfants, filles comme garçons, à l'hôpital pour leur faire ne serait-ce que le groupage sanguin, le facteur Rhésus et l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ça ne servira pas seulement à la maternité. Parce qu'en cas d'accident, si on a une petite carte chez nous qui montre qu'on est du groupe sanguin au plus ou aussi, ça permet rapidement d'avoir du sang, par exemple. Vous voyez? Donc, ces examens ne sont pas forcément dans le cadre du mariage. Il faudrait qu'on généralise ou bien qu'on amène ça un peu plus tôt pour que les enfants sachent qu'ils sont réellement, qu'ils prennent des informations concernant les dispositions à prendre. Voilà un peu. Mais on a parlé d'incompatibilité. À quel moment on parle d'incompatibilité? On parle d'incompatibilité simplement quand la mère est de registre négatif et le papa du registre positif. Dans ce cas, il y a incompatibilité. Incompatibilité. Parce que le fœtus a 50% de chance de prendre le registre de son père. Et 50% de chance de prendre le registre de sa mère. Donc 50-50 de part et d'autre. Oui. Et c'est ça qui pose problème finalement alors chez l'enfant. Oui. Donc mais il faudra que l'enfant Quand on inverse, moi je voudrais inverser les choses. Lorsque le père est de registre négatif et la mère de registre positif, il n'y a pas de problème. Aucun problème. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Donc le problème se pose au niveau de la Au niveau de la Alors je comprends ça. Je crois que Christian en a de l'analyse ou des explications qu'on reçoit ce matin sur le plateau plutôt, il y a plusieurs facteurs et plusieurs acteurs qu'il faut peut-être mettre ensemble pour trouver une solution. La question, comme le soulignait tout à l'heure Zakiat Latoundji, la question de responsabilité individuelle et collective. On ne devrait pas, ma foi, attendre qu'il y ait peut-être mariage civil avant d'aller faire les tests. Il faut peut-être un encadrement, n'est-ce pas, à travers donc les tests, et ça c'est la suggestion de Herman ce matin, pour que les députés à l'Assemblée nationale puissent légiférer de manière à ce qu'il y ait un cas. Et qu'il faut qu'il y ait que les gouvernants, n'est-ce pas, au niveau de l'État central, ils puissent avoir un accompagnement dans ce sens, un peu comme on parle de gratuité dans certaines choses, ou peut-être une subvention dans ce cadre, parce qu'on nous parle d'un vaccin anti-D, le sérum anti-D, qui coûte extrêmement cher. Je pense qu'à ce niveau, ça pose problème. Vous imaginez la bonne dame qui quitte son village, qui peut-être n'a même pas pu faire les examens les plus ordinaires au début de sa grossesse, et qu'à la fin qu'on lui en dit, ce n'est pas très sûr qu'automatiquement voilà. Allant dans ce sens, un développement qu'elle faisait en parlant des enfants déjà à partir de l'âge de 12 ans, il faudra que les parents fassent la démarche nécessaire. Ceci, pourquoi? Juste pour préparer les parents, pour leur dire, si votre enfant tombe enceinte, si vous mariez une femme qui est de registre négatif et elle tombe enceinte, il faudra faire, je sais pas, mettre de l'argent de côté pour ce sérum-là. Il ne faudrait pas que ce soit à l'accouchement, on commence pas à courir, aller chercher de l'argent, prêter de l'argent un peu partout. Et des fois, même les parents ne trouvent pas de l'argent. Et le délai maximum qui est de 112 heures passe. Le délai passe. Et quand le délai passe vraiment... les douleurs commencent. Parfois, que les douleurs commencent.
Non, les problèmes commencent parce que la femme n'est plus, c'est plus évident. Elle n'est plus protégée. Voilà. Mais justement, par rapport à ça, quelles sont les conséquences qui sont liées justement à un mariage malgré l'incompatibilité et même la conception? Non seulement il y a mariage, après il y a la conception avec la naissance d'un bébé. Quels sont les problèmes qui sont liés à ça? Les seuls problèmes auxquels on fait face, ce sont les fausses couches à répétition, comme je l'avais dit plus tôt. Et parfois même, il y a infertilité. Il y a infertilité parce que vraiment, tout se passe au niveau du sang, en fait. Oui. Quand les deux sangs ne s'accordent pas, ou bien, je sais pas, ne sont pas en commun accord, je pourrais dire comme ça, il y a un problème de fertilité. Voilà, c'est les deux problèmes surtout. Mais de là ne résultent pas, par exemple, les questions de malformation de bébés et autres dont on a parlé? Non, les malformations, ce n'est pas au niveau du facteur Rhésus. Donc, les facteurs Rhésus, c'est vraiment l'infertilité chez la femme? Pas forcément, mais elle peut concevoir, mais jusque la grossesse ne va pas tenir. En fait. Il y aura des fausses couches à répétition. Voilà. Non, mais je pense que quand on parle d'examen prénuptiaux, en fait, allant vers le mariage civil, c'est qu'il y a une obligation qui est faite aux médecins de pouvoir signaler que, attention, j'ai fait des examens prénuptiaux à tel monsieur, à telle dame, et donc, à la fin, il y a risque de ceci. De sorte que, je crois, le maire ou le célébrant, il peut refuser de célébrer ce mariage parce je crois que s'ils sont même normaux, si ce couple-là est normal, il ne devrait même plus aller se présenter devant le maire. Non, pas du tout. Vous n'avez non, je parle de s'ils sont normaux. Je parle de s'ils sont normaux. Ils savent de l'amour. Alors, allons-y vite, on ira vite, oui. Il y a des questions. Je pense qu'à cette étape-là, c'est surtout des conseils. C'est surtout des conseils à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent pour que chacun parte quand même avec des informations utiles pour la suite. Peut-être qu'il y en a qui sont en plein dans ce que nous sommes en train de dire ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Au prime abord, ce que j'aimerais dire, ce que j'aimerais préciser, c'est que quand il y a une compatibilité de Rhésus dans un couple, cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se marier, mais plutôt qu'ils doivent prendre les dispositions en cas de grossesse, s'ils veulent des enfants. Ça, c'est rassurant. Voilà, voilà. Mais non, secondo, il faudrait, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que les parents amènent leurs enfants à faire certains examens. Et quand vous découvrez que votre fiancé a de Rhésus négatif, il faut déjà commencer par cotiser quelque part et savoir que après l'accouchement, il y a un sérum à payer pour protéger les enfants futurs et votre femme. C'est ça. Voilà un peu. Vous avez dit que ça coûte excessivement cher. C'est comme oui, c'est 50 et quelques mille francs, pour ce que je sais. Je vois où c'est. Oui. Et en fait, tout à l'heure, quand on a dit que c'est excessivement cher, j'ai vu Zakia sourire. En fait, justement, vous avez déjà votre femme qui est là. Et quand on s'en dit, ordonnance Odier, mais les l'eau, on vous bandit l'ordonnance et on vous dit en même temps d'aller chercher dans les combien d'heures? Dans les 24 heures, on se demande idée. Qui ne couvre pas toutes les pharmacies. Donc, il faut pouvoir aller chercher là où il y en a et venir. Donc, vous êtes déjà dans les 100 et quelques... Non, j'ai souri. Vous savez pourquoi j'ai souri? Parce que pour avoir, côtoyer un peu le milieu médical, je sais que les sages-femmes, les gynécologues aussi ont une stratégie en la matière pour aider les femmes. C'est pour ça que c'est important de faire les examens, même l'examen prénatal pour la femme enceinte. Voilà. Et donc, à partir de ce moment, le groupage sanguin, le facteur Rhésus, tout ça, vous avez ces informations-là. Voilà. Et ça permet justement de préparer la femme pour l'accouchement. Et quand on se rend compte, en faisant l'examen prénatal, qu'il y a le problème de facteur Rhésus, on avertit en même temps la femme pour que pendant la grossesse, on puisse mobiliser la ressource, notamment les 50 et quelques mille, pour que si besoin il y a à l'accouchement, on puisse vraiment dans les 72 heures acheter. C'est pour ça que j'ai souri, c'est juste. D'accord, oui. Wahab. Non, sur ce détail particulièrement qui met à rude épreuve, n'est-ce pas, les couples, qui mettent à rude épreuve les hommes et la vie des femmes, je pense qu'il y a un véritable problème. Ce n'est pas un sujet à banaliser. Moi, je pense que il s'agit là de la vie de l'enfant et de la mère. Je crois qu'à ce niveau, peut-être l'État devrait être un peu regardant
soit une forme de subvention, une forme de, pas forcément la gratuité de façon métallique, mais peut-être une forme de subvention qui amène peut-être à revoir ça à la baisse. Vous voyez, après toutes les tracasseries de gynécologie par ici, de tel test, de telle analyse, de transporter la femme à l'hôpital, tout le stress qui devient le stress de couple et de famille, et que c'est à la fin, maintenant vous n'avez même pas encore fini de payer, je dirais, les frais d'hospitalisation, d'accouchement, et on vient vous braquer au visage, n'est-ce pas, la question de 50 000. Et ça, quand vous êtes fonctionnaire, bien vous avez un peu de ressources, bon, on rechigne un peu et puis on fait. Mais imaginez dans nos villages où on pond des enfants sans regarder à gauche et à droite, où les femmes meurent et puis on se demande qu'est-ce qu'il y a là-bas. Est-ce la production? Voilà, on se demande un peu comme Henri Lopez si c'est la production ou c'est la reproduction qui est même les députés, Herman, pour les députés. Les décideurs, oui, parce que justement dans les hôpitaux, vous envoyez qui, quand ils reçoivent l'ordonnance, ils disparaissent, ils ne reviennent plus. Oui, c'est après vous constatez que... C'est les 72 heures depuis la salle. C'est après les 72 heures qu'il revient. Ça, c'est s'il est gentil. C'est quand il est gentil qu'il revient. Sinon, il peut partir et ne plus revenir. Le conseil alors par rapport à cette femme dont on a détecté tout ce dont on a parlé ce matin, qui a fait un premier enfant, elle a la chance de faire d'autres enfants. Quand on sait que, bon, c'est à l'origine des fausses couches et autres, quelles sont les dispositions à prendre aussi à ce niveau? Si à la première grossesse, elle n'a pris aucune disposition, sincèrement, je ne sais pas ce qu'elle va faire après. Terminé. Sincèrement. Si elle n'a pas, on ne lui a pas injecté le sérum anti-D, les 112 heures après son accouchement premier, je ne sais pas. Pour les enfants. Voilà. D'accord. Ok. Oui, cela dit rapidement, il faut quand même préciser que quand on parle des emprunts nuptiaux, comme elle a dit, il n'y a pas que le résus. Non, elle a dit, il y a beaucoup de choses. La rubéole, la toxoplasmose. Voilà, et plein d'autres choses. Alors, dans certains pays, les sages-femmes autorisent les époux à assister à l'accouchement du bébé. Au Bénin, apparemment, ça ne se fait pas. Pourquoi vous refusez, à nous les hommes, de nous retrouver en salle d'accouchement pour voir un peu comment ça se passe, la naissance du bébé? Est-ce que ça ne donne pas la force à la maman qui est en travail et qui vient accoucher? Ça vous fait rire. Vous accouchez d'un sourire ce matin. Allons-y. C'est interdit, c'est ça? Non, ce n'est pas interdit, puisque dans les cliniques, ça se fait. Dans les cliniques privées, ça se fait. Mais public, non. Le public, c'est souvent une grande salle où il y a 2 ou 3 femmes. C'est une salle commune. Voilà. Donc, on ne peut pas vous laisser entrer dans une salle où il y a une autre femme qui appartient à quelqu'un d'autre. Qui appartient à quelqu'un d'autre et en tenue d'elle, vous ne pouvez pas voir. Et si quelqu'un d'autre est avec lui et que l'autre femme aussi... Et chacun doit s'occuper de regarder là où il a mis ça. Non, ce n'est pas possible. En fait, quand vous êtes en salle d'accouchement avec votre femme, vous n'aurez pas un certain calme. Parce que vous êtes en train de... Vous voyez la femme souffrir, en train d'hurler, en train de se tortiller. Vous n'aurez pas le calme et vous n'allez pas nous laisser travailler. Nous, on a besoin d'être posés pour savoir ce que c'est-à-dire que le mari peut prier plus que la femme qui est au-dessus de lui. Bien sûr, elle nous effraie. Ah oui. Allez, merci beaucoup. Il y a de ces femmes qui, quand elles ont la chance d'avoir le mari à côté, ça se passe bien. Elle mord, le mari vient. Je veux te dire quelque chose, je veux te dire quelque chose. Et c'est quand le mari vient et elle lui mord l'oreille. Alors, il a commencé par regarder l'oreille de certains quand nous allons voir les points de suture. C'est un conseil capital de Herman ce matin. Il y a aucun plaisir à aller assister à ça. Non, il y a un grand plaisir, mais il n'y a aucun plaisir à attendre ces éventails. Moi, je pense que c'est une belle complicité pour partager ensemble la douleur parce que le plaisir a été partagé. C'est ça. Mais voilà. Allez, vous continuerez dans votre passion? Sage-femme, toujours et pour toujours? Non, pas du tout. Pourquoi? Bon, vous nous direz ça. Il y a d'autres projets d'avenir. C'est clair. Vous n'aimez pas trop voir les femmes en souffrance, c'est ça, je pense. Merci beaucoup, Ablaville et Akeno. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sage-femme. Zakat Latouji, merci bien pour ce sujet ce matin. Merci. Allez, vous restez avec nous. Le second plateau, on va parler des fonctions administratives et techniques dans les mairies avec la composition du samedi dernier. Un sujet tout particulier
particulier qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le poste de SE signe-t-il la mort de la décentralisation au Bénin? Quand vous avez lu le sujet... On a dit pas le... Vous avez dit qu'il ne faut pas bavarder, quoi. Il faut aller à l'essentiel. J'aime bien ce sujet-là. D'accord, on verra ça avec Franck Kenevo. Il nous dira s'il était à la place des candidats, ce qu'il aurait écrit. Restez avec nous. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet dont l'intitulé a fait le tour des réseaux sociaux. Le poste de SE signe-t-il la mort de la décentralisation au Bénin? Le débat est ouvert et nous avons notre expert en décentralisation avec nous, Franck Kenevo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Wakabali Kwara, sur ce sujet, ça vous a surpris une telle interrogation? Bon, surpris peut-être dans la formulation, parce que ça fait partie d'un sujet particulier qui intervient dans un contexte particulier qui, ma foi, amène tous les candidats à répondre de la même manière, mais peut-être à développer chacun selon son sentiment. Il n'est pas très évident, n'est-ce pas, qu'on vous pose une question pareille et que de votre position d'aspirant à un poste pareil, vous puissiez dire non. Encore que on s'est donné la peine d'expliquer aux députés, d'expliquer aux maires, n'est-ce pas, d'expliquer aux populations. Le porte-parole du gouvernement a fait l'exercice, le chef de l'État face aux maires a fait le travail, les ministres d'État et autres ont fait le travail à l'effet d'inculquer, dois-je dire, aux populations la notion de SE, de secrétaire exécutif dans nos mairies, ce qu'ils doivent apporter, ce que, en fait, leur position au sein de la mairie, leur travail, leur rôle et leur fonction. Alors pour vous qui occupez, aspirez occuper cette fonction, qu'on vous dit que une fois que vous serez placé là, est-ce que ça signe la mort, n'est-ce pas, du fonctionnement d'une mairie? Vous répondez oui, c'est que
Si vous répondez, je dirais pas l'affirmatif, sincèrement, on dira, en tout cas, ça devient comme un test psychotechnique. Psychologiquement, vous êtes évalué. Oui. Sans oublier le volet concernant la page minimale, n'est-ce pas, qu'on suggère aux candidats, c'est-à-dire ils développent justement, c'est sur une page. Allez voir le format également de la copie, de la feuille de composition. C'est pas une feuille de cahier de 100 pages. Mon ami Moussou. Je dirais sujet tendancieux, parce que répondre pas à cette interrogation par oui, mais par exemple, c'est que vous êtes éliminé d'office, parce que on vous demande si le poste signe la mort de la neutralisation, alors que vous aspirez à ce poste comme on peut aussi dire non, mais oui, en fait, ça aurait été complet si on disait à la fin, comme c'est une seule page. Oui, mais, non, mais. Donc, oui, et non, mais. Voilà, donc. Mais bon, ce qui est clair, c'est que le test a eu lieu. Comme l'a dit Wahab également, je dirais la même chose. C'est que c'est un test qui vous plonge droit dans ce qui est fait. Mais en même temps, ça permet de couper court à certaines rumeurs. N'oubliez pas que quand la loi a été modifiée et que ce poste a été désormais introduit dans le fonctionnement des mairies, tout de suite, Dame Rumeur a trouvé comme solution que, bon voilà, que les maires n'ont plus la possibilité de pouvoir travailler librement et tout. On a reçu déjà Franck Kenevor plusieurs fois qui nous a dit que ça partit plutôt du bon fonctionnement des mairies. Et il est encore là pour nous dire si à cette composition-là, il aurait répondu oui, mais ou non, mais. Alors, on se tourne vers vous, Franck Kenevor. Oui, un tel sujet fait appel à quels éléments? Non, d'abord, j'ai beaucoup marré quand j'ai lu le sujet, mais je sais que c'est pas du vin doux qui a été donné aux candidats, parce que à travers cette question, on les amène à aborder deux éléments essentiels: leur mission, c'est quoi le secrétaire exécutif, et ensuite, c'est quoi la décentralisation. Et je pense que celui qui a proposé le sujet a été vraiment ingénieux, parce que c'est l'un des meilleurs sujets pour évaluer réellement ceux qui aspirent à ce poste, parce que ça permet de voir ce que eux-mêmes ils comprennent de leur fonction et ce qu'ils comprennent de la décentralisation. Parce que pour traiter ce sujet, je pense qu'il faut aborder d'abord, dans un premier temps, le contenu. C'est quoi le secrétaire exécutif? Le secrétaire exécutif, c'est un nouveau poste qui a été introduit dans notre système de décentralisation, dans le cadre d'une réforme structurelle de la décentralisation, afin de concrétiser la séparation des fonctions politiques avec les fonctions techniques et administratives. Parce que ce cumul créait un certain nombre de dysfonctionnements dans le système de décentralisation. Je pense qu'une introduction pareille permet de planter le décor et d'aborder maintenant les éléments. Premièrement, il faut savoir qu'est-ce qu'une vraie décentralisation. Parce qu'on parle de la mort de la décentralisation. Donc on parle de la négation de la décentralisation. On parle d'affaiblissement de la décentralisation. Alors, le premier élément, c'est de voir qu'est-ce qu'une vraie décentralisation. Une fois que vous avez présenté le contenu de la fonction, c'est-à-dire le secrétaire exécutif vient pour assumer la responsabilité administrative et technique au sein des collectivités territoriales, ce qui suppose qu'il gère les ressources matérielles, humaines et financières, ce qui suppose qu'il a des pouvoirs de représentation de la commune, ce qui suppose qu'il a des pouvoirs de nomination dans les cas où la loi ne dispose pas autrement. Ça, c'est le premier point, le poste de secrétaire exécutif. En résumé, on n'a pas dit de détailler toutes ces attributions. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut réunir pour une vraie décentralisation? Premièrement, il y a la Constitution qui nous donne d'indicateurs, mais il y a aussi la doctrine qui nous permet de réunir les conditions pour une vraie décentralisation.
Premièrement, la Constitution. La Constitution dit, l'article 151 nouveau de notre Constitution dit que les collectivités territoriales s'administrent librement par des organes élus, par des conseils élus. Alors, à partir de ce moment, il y a un élément essentiel dans la gestion des collectivités territoriales qu'on appelle la libre administration, qui suppose aussi que les organes majeurs de la commune, de la collectivité territoriale, soient aux mains des élus, soient composés des élus. Parce que on verra plus tard que le secrétaire exécutif est un cadre nommé. Oui. Alors, ça, c'est le premier élément qui nous vient de la Constitution. La doctrine nous renseigne aussi que une collectivité territoriale qui remplit les conditions, c'est une entité territoriale dotée d'une personnalité juridique différente de celle de l'État, de l'autonomie financière, de domaine de compétences propres, et donc administrée par des organes élus, comme on l'a vu tantôt. Donc, il y a l'existence d'une entité territoriale dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière, de domaine de compétences propres et librement administrée par des conseils élus. Ça, c'est ce qu'il faut pour avoir une bonne décentralisation. De cette présentation découle maintenant la confrontation du poste de secrétaire exécutif avec ces principes. Oui. Dans la forme, ça veut dire que pour introduire un secrétaire exécutif, il faut une loi. Parce que la Constitution dit ça administre librement dans les conditions prévues par la loi. Donc, on regarde, c'est vrai, le secrétaire exécutif est institué par un test législatif. Deuxièmement, est-ce que ce test législatif est conforme à la Constitution, surtout au principe de libre administration des collectivités territoriales? Et là, on verra que le chef de l'État n'était pas obligé, mais il a demandé la décision de conformité de la Cour constitutionnelle avant de promulguer la loi. Or, c'est la seule juridiction qui peut dire si une loi respecte la Constitution et la lettre de la Constitution. Donc, dans la forme, on a vu qu'il y a la loi. Ensuite, il y a la conformité de cette loi à la Constitution, ce qui veut dire que dans la forme, la création de ce poste ne signifie pas la mort de la décentralisation. Maintenant, dans le fond, on verra que malgré l'introduction du secrétaire exécutif, il y a toujours des organes élus. Il y en a deux même. Avant, c'était un. Maintenant, c'est deux qui décident, qui délibèrent. Le conseil communal, qui est toujours là, dans ses attributions majeures, qui délibère. Ensuite, le conseil de supervision, qui est un organe de contrôle de la gestion du secrétaire exécutif, qui est composé d'élus aussi. Donc, on voit que les élus sont toujours là et décident. Les élus décident et le secrétaire exécutif... Ils peuvent toujours s'opposer s'il y a lieu de s'opposer. Oui, c'est-à-dire, tel que c'est organisé, la source de l'action du secrétaire exécutif, c'est les délibérations des élus. C'est ça. Les élus délibèrent et lui, il exécute. Ensuite, on verra que les communes béninoises ont toujours gardé leur personnalité juridique. Ça n'a pas été retiré. Il n'y a pas une confusion entre l'État et les communes. Ensuite, l'autonomie financière, c'est toujours là. C'est les organes délibérants composés uniquement des élus qui délibèrent sur le budget, les documents essentiels de la commune. Ensuite, les compétences propres des communes, ces compétences sont toujours là. Ça n'a pas changé. Au contraire, tout a été reconduit. Et enfin, on verra que le secrétaire exécutif est nommé par le maire, qui est l'autorité principale politico-administrative de la commune. Donc, si on passe en revue ces éléments-là, la conclusion est que la création de ce poste ne signifie pas du tout
la mort de la décentralisation. C'est à la limite un corrigé type de l'épreuve que nous présente là ce matin. Voilà. Donc, bien au contraire, on voit que c'est pour régler un problème récurrent qui est lié au cumul de deux fonctions. Par fonction politique, la fonction politique et fonction administrative. Allez, maintenant, on dit qu'on ne fait pas un travail scientifique sans faire une ouverture dans la conclusion. Moi, je pense que l'ouverture qu'on peut faire là, c'est de souhaiter que, à court, moyen terme, qu'on puisse rééquilibrer les fonctions entre le secrétaire exécutif et le maire pour que, au moins, les actes d'état civil et les autorisations que la commune donne, permis d'habiter et autres, que le secrétaire exécutif continue d'instruire ces dossiers, les traiter, mais que ce soit à la signature du maire, par exemple. Donc, il y a plusieurs possibilités d'aménagement selon la sensibilité de chaque candidat. Voilà. Pour cette ouverture que vous donnez, est-ce que vous pensez que un postulant, un candidat qui donne cette ouverture aura la chance de passer malgré très beau détail que vous venez de faire ce matin? Bon, un travail scientifique, à la fin, doit faire des ouvertures. Parce que même si on est, enfin, à moins d'être le bon Dieu sur terre, on ne peut pas dire que ce qu'on a fait est parfait à 100%. La réforme qui a cours actuellement au Bénin, c'est une réforme courageuse, audacieuse, mais si vous regardez la décentralisation sous d'autres cieux, on est encore très loin. Vous voyez, j'en parlais hier avec des amis qui viennent de la France, vous regardez un maire en France, mais c'est quelqu'un qui est connu de pratiquement toute sa population, qui est sur le terrain au quotidien. Parce que justement, la taille des communes en France est acceptable. Aujourd'hui, le Bénin est encore à 77 communes. Vous prenez Calavi, c'est peut-être 5 communes ensemble. Je me rappelle, la première fois, j'allais à Natitengu avec des amis, et puis on passe dans Tchaourou, on rentre dans Parakou, et puis on sort de Parakou, et le chauffeur me dit qu'on est encore dans Tchaourou. Et on est resté dans Tchaourou jusqu'à la lisière de Djougou. Vers Djougou là-bas. Mais c'est impossible pour un homme d'administrer, de gérer des territoires aussi vastes. Donc il y a beaucoup de progrès qu'on peut envisager encore dans la décentralisation, parce que regardez la taille de Paris. Mais dès que vous descendez à Paris, vous sentez la présence des autorités locales. Il y a une municipalisation de la ville qui est réelle et que vous ne verrez pas à Cotonou, par exemple. Est-ce que chez nous, ce n'est pas les questions de moyens qui se posent? Oui, c'est les questions de moyens. Parce que les hommes ne manquent pas, peut-être casser ou morceler nos communes pour en faire plusieurs. Il faut reconnaître qu'on a des communes qui sont homogènes mais vastes. C'est homogène, c'est lisible de dire qu'on a 77 communes, mais c'est encore vaste. C'est encore difficile. Il y a un arrondissement de Waké. J'ai envoyé un collaborateur là-bas, mais quand il m'a dit le nom, je ne connais pas. Et quand il m'a décrit les réalités, c'est vers la frontière togolaise là-bas, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de... C'est la taille de nos communes aussi qui pose problème. Parce que si, j'imagine, je n'ai pas gardé le nom de cet arrondissement de Waké, si c'était une commune, c'est sûr qu'au bout de 5 ans, le maire va se débrouiller pour faire des choses dans la commune. Parce que sinon, quel bilan il va présenter? Mais si c'est noyé dans une grande commune qui aussi a des difficultés, c'est ça. La lisibilité, c'est bon. Mais l'efficacité, c'est pas de vastes territoires qu'on érige en collectivité territoriale, mais des territoires où... mais quand vous parlez avec un Allemand, un Suisse, un Français, c'est quelqu'un qui connaît son maire d'office. Il n'a pas besoin de connaître les membres du gouvernement, mais son maire, il le connaît. Il y en a même, j'ai un ami qui est rentré de Paris, qui était à l'ambassade du Bénin. Il voit le maire de sa ville de Sèvres venir déposer les ordures. Et là, entre deux dépôts d'ordures, il lui pose la question sur telle situation. Et puis c'est ça.
Un maire, dans la conception même originelle, c'est pas quelqu'un qui est dans un bureau confortable, c'est quelqu'un qui est toujours sur le terrain, et qui programme des séances avec les citoyens. Mais la taille de Cotonou, vous pensez que... Il y a en même temps un département et en même temps une commune. Et Calavi, vous pensez que ces maires-là peuvent avoir le temps pour recevoir les citoyens? Vous suggérez qu'on puisse peut-être à l'avenir morceler un peu nos moi je pense communes. On doit augmenter le nombre de collectivités territoriales à l'avenir parce que, prenez Cotonou, il y a des quartiers de Cotonou, 165 je crois, quartiers, il y a des quartiers que le maire ne va jamais sillonner avant de finir les 5 ans à cause de la taille. Vous allez à Abidjan, vous ne verrez pas une commune à la taille d'Abidjan. Vous verrez une commune à Treichville, une commune de Plateau, une commune Yopougon, une commune Koumassi, etc., etc. Même Lomé, qui n'a pas la taille de Cotonou, n'a pas été érigé en commune. Donc, aujourd'hui, on a fait un grand pas en matière de décentralisation, c'est bien, mais on peut toujours réajuster. Il faut réajuster, on a fait un premier diagnostic, mais le travail de fond reste à venir. Vous voyez? Donc moi je pense que ce qui a été fait là, c'est courageux, c'est bien, mais après quelque temps, il faut vraiment retourner aux fondamentaux même de la décentralisation. Parce que les fondamentaux même de la décentralisation, c'est de bâtir une démocratie à l'échelle humaine, raisonnable, où les gens peuvent s'asseoir, discuter, pour décider du sort, de l'avenir de leur territoire. Et en même temps, dans cette démocratie locale, on bâtit un développement. Donc, si nous regardons pourquoi Paris n'est pas aussi vaste que Cotonou, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, peut-être plus peuplé, mais si vous regardez les arrondissements de Paris, c'est des communes. Les maires d'arrondissement ont leur budget, ont leur conseil, tout, et travaillent comme des maires. C'est pourquoi dans beaucoup de communes en Europe, moi je ne vois pas de chef quartier par exemple. Parce que la taille même de la commune est déjà gérable au niveau de la commune et des arrondissements. Mais nous, regardez le nombre de quartiers qu'on a. Un peu comme on dit que Godomé est un peu plus peuplé que certaines communes de l'Atakora. On a cité 3 communes lors de la tournée du chef de l'État. Ça, c'est à l'échelle du Bénin. Oui. Mais si vous allez ailleurs, les communes, c'est 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Et l'organisation des arrondissements permet de couvrir ces territoires-là, de sorte que chacun soit capable d'apporter sa contribution. Vous savez, les questions de citoyenneté, ça passe par une vraie décentralisation où la notion de communauté locale existe réellement. Et donc, à partir de cette communauté locale qui nous renvoie à la nation, on se sent béninois, on se sent plus béninois. Donc il y a des défis, mais c'est pas à la veille de l'entrée en vigueur d'une réforme qu'il faut aller. Il y a toujours l'intérêt à suivre les dernières secondes. C'est vrai que quand on sur le sujet qui a été proposé, SE et décentralisation, il a d'abord passé en revue certains éléments avant de répondre à la question pour à la fin faire une ouverture. Est-ce qu'en l'état, vous pensez que ça peut tenir sur une page, tel que ça a été dit, ou alors on amène l'impétrant à réduire son écriture au maximum pour pouvoir écrire une série la feuille de composition à l'État est pareil. Non, ça ne va pas. Ça peut. Vous savez, quand j'étais parmi les responsables d'étudiants, il y a un recteur qui m'a toujours impressionné, Bayan Kemoko. Kemoko Bayan. Il a dit, un jour, on a parlé pendant chacun de nous à tour de rôle, on a fait près de 40 minutes. Il était calme là. Quand on a fini de parler, il nous a dit, la prochaine fois, je ne vous permets plus de parler comme ça. Tout ce que vous venez de dire, on peut dire ça en 5 minutes. La preuve, moi, je vais vous répondre en 5 minutes. Et à partir de ce jour, j'ai compris que ce qu'on dit,
Ce que je veux dire en 1 heure, je peux le dire en 10 minutes, je peux le dire en 5 minutes. C'est selon le format qu'on me demande. Donc, si je mets tout ça là sur ma feuille de brouillon, c'est à moi de dire, je garde ça, je garde ça, je garde ça, et puis je respecte. Parce que ne pas être capable de respecter la page d'esprit de synthèse, c'est aussi un défaut pour un secrétaire exécutif. Parce que le secrétaire exécutif, c'est lui qui va coordonner le financier, le planificateur, l'environnementaliste, celui qui s'occupe du foncier, celui qui s'occupe des impôts, de la fiscalité. Donc, il n'a pas besoin de tout savoir. Mais c'est une culture qu'il a qui lui permet de synthétiser, de trancher. Donc, si vous n'avez pas la capacité de faire la synthèse, c'est un problème. Vous faites votre développement normal et après, vous choisissez les points qui vous paraissent les plus importants. D'accord. Et c'est ça que vous mettez sur votre copie et ils vont vous donner au moins 18 ou 19 sur Voilà. Avec nous, notre format ici à Canal 3, on lui a permis de faire un grand développement. On peut le noter. Allez-y, commencez. Non, c'est techniquement, on peut lui donner 15. 15. D'accord. Vous la note qu'il veut. Vous ne pouvez pas trancher. Merci beaucoup, Franck Kenevo. Je pense que nous allons vous rappeler en plateau quand les résultats vont tomber et quand les premiers SE de les réformes seront donc désignés, choisis pour les 77 communes. Merci à vous, Ahmed Ali Farah, Herman Ali Rousseau. Je vous raccompagne avec le point de l'actualité pour le compte de ce mardi. C'est la revue de presse avec Assiomo Kanyassiomo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les abonnés de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, peuvent désormais payer leurs factures en ligne. Et c'est ce que rapporte Décryptage Info ce jour, qui écrit qu'à l'occasion de la cérémonie de lancement, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, a laissé entendre que le lancement du service de paiement en ligne des factures d'eau de la SONEB est la preuve du rapprochement de l'idéal qui correspond à la vision du chef de l'État de faire du Bénin la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest et du continent. En plus de faciliter la vie aux abonnés, ce service va permettre à la SONEB d'aller vers un recouvrement plus rapide. Fraternité rapporte le ministre de l'Eau et des Mines, Samoa Dambi, qui confie que plus besoin de se rendre dans un guichet de la SONEB pour payer sa facture d'eau. Dès ce jour, fini les pertes de temps dans les longues files d'attente. Fini le stress permanent de la facture. Rester impayé, c'est un gain de temps considérable et l'accomplissement des démarches dans ce sens. Les améliorations suivront pour servir au mieux nos compatriotes. Et dans un tout autre article, le même journal énumère le numérique, la digitalisation, le paiement en ligne, les résultats des examens en ligne, e-learning, la dématérialisation, pour écrire que sur le boom enregistré au niveau de ces secteurs, même les irréductibles détracteurs des actions gouvernementales donnent leur langue au chat. Effectivement, en 5 ans de règne, poursuit le journal, Patrice Talon et son gouvernement ont, à la grande satisfaction des populations et usagers des services publics, mis le Bénin sur orbite. Plus de tracasseries, de longs déplacements juste pour se faire établir une pièce ou de rangs interminables devant les guichets pour payer ses factures d'électricité et d'eau ou chercher les résultats de son examen. Dans la suite, le revenu national brut par habitant, à en croire l'économiste du Bénin, poursuit sa tendance haussière enclenchée depuis 2016. Après la forte chute notée en 2015, le PIB par habitant est passé de 648 395 francs CFA en 2016 à 770 081 francs CFA en 2020. Cette dynamique a permis au Bénin de passer à la catégorie des économies à revenus intermédiaires inférieurs, se confirme davantage. Cette dynamique qui a permis au Bénin de passer à la catégorie des économies à revenus intermédiaires inférieurs se confirme davantage en 2020, ajoute le journal. Le PIB par habitant a cru de 6%, porté par l'ensemble des réformes mises en œuvre
par le gouvernement. Et puis, Décryptage Info écrit ce matin que dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, la Turquie a fait don de 500 000 doses de vaccins au Bénin. La réception du don a eu lieu le vendredi 4 mars 2022 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Selon le journal, la Turquie œuvre pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19 au Bénin. C'est dans ce cadre que s'inscrit le don de 500 000 doses de vaccins Covid-19. Par ce geste de solidarité, ajoute l'économiste du Bénin, le pays de Recep Tayyip Erdogan agit dans le cadre des relations bilatérales amicales entre la Turquie et le Bénin grâce au management de l'ambassadeur Onur Özseri. Le sélectionneur par intérim des écureuils du Bénin, Moussa Latoudi, a rendu publique la liste des 23 joueurs dans le cadre des matchs comptant pour les journées FIFA Fraternité. Il note de nouvelles têtes et de grosses absences au sein des écureuils du Bénin. C'est le constat de la première liste dévoilée le 14 mars en tant qu'entraîneur par intérim de l'équipe nationale. Au nombre des nouveaux, il y a Ange Chibozo qui évolue avec l'équipe U19 de la Juventus de Turin en Italie. Aye Guntossi, 23 ans, attaquant au FC Zurich. De plus, le gardien de but de Asvo, Guillaume Magbenin et Tigani Mohamed de FK Teplis, qui évolue en République tchèque, ont été convoqués. Au rang des absents, il y a Cédric Huntondi, Jordan Adeoti, Charbel Gomez. La décision paraît légitime, sauf qu'il est suicidaire d'écarter certains joueurs clés d'une équipe en pleine construction. S'indigne l'auteur de l'article. Merci d'avoir été à l'écoute. Et voilà, ce sera tout pour ce mardi sur Canal 3 et sur Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée. On se retrouve demain à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.